Bonsoir Benoît Perrin, merci de nous avoir rejoint, directeur de Contribuables Associés. On va essayer de déchiffrer tout ça avec vous, parce que là on est dans les lettres, on n'y comprend pas grand-chose. Bon, il fallait faire les choses simplement, est-ce que ça veut dire que la France, elle a 5 sur 20 ou 16 sur 20 ce soir? Non, ça veut dire qu'elle passe de 18 sur 20 à 17 sur 20. Voilà, bon. Pour résumer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement 3 agences de notation qui occupent à peu près 93% du marché pour noter à la fois les placements financiers et aussi les États. Là, évidemment, on est dans le cadre des États. En gros, ils ont une graduation d'une lettre A. Après, il y a plein de petits niveaux jusqu'à D. Le triple A, c'est évidemment le top du top. Très peu de pays bénéficient de cette belle notation. Et la France n'en bénéficie plus depuis 2012, puisque dès 2012, en janvier, sous l'époque Nicolas Sarkozy, la note de la France avait déjà été dégradée. C'est donc la première fois que la France perdait son triple A. Donc c'était un choc considérable pour la France. Et depuis lors, la note de la France a continué à se dégrader auprès des 3 agences de notation. Alors et ça, ce soir, on apprend avec tristesse que la note est à nouveau dégradée. Est-ce que ça veut dire que la France ne gère pas bien ses finances ? Alors, les agences de notation, en gros, ont 3 critères pour attribuer ces notes. Le premier critère, c'est bien sûr l'état des finances publiques. Et là, on voit bien qu'entre les déficits qui dérapent, la dette qui est très importante et de plus importante, on voit d'ailleurs le déficit de la sécurité sociale qui explose et qui est passé de 10 à 15 milliards de déficit aujourd'hui. Donc déjà, premier point négatif pour la France. Deuxième critère, c'est les risques structurels. Autrement dit, est-ce que les pays ont une stabilité politique ? On peut dire que la France, pour le coup, grâce à ses institutions, a une stabilité politique. Troisième critère, c'est la capacité à lever l'impôt. Là aussi, la France est vraiment excellente, puisqu'on sait que Bercy est très performant, puisqu'il collecte à peu près 98% de l'impôt. Et quatrième et dernier critère, c'est le contexte macroéconomique. Et là, il y a quelques hésitations, puisqu'on voit que la croissance patine un peu. Le taux d'inflation est remonté à 2,7% sur un an. Donc, pour résumer, sur 4 critères, on va dire que la France est plutôt bonne dans 2 critères, c'est-à-dire donc la stabilité politique et la capacité à lever l'impôt. En revanche, sur l'état des finances publiques et sur le contexte macroéconomique, là, pour le coup, il y a des hésitations. Alors, vous avez parlé de la dette, on va regarder justement quelques chiffres. Quel est le montant de la dette de la France? C'est votre rendez-vous à l'épreuve des faits préparé ce soir par Auréa de Gauss. Alors, un chiffre qui peut donner le tournis, comme ça, c'est que la dette de la France, elle dépasse les 3 000 milliards d'euros de dette. Et du coup, le montant des remboursements est énorme aussi. On parle aux alentours de 50 milliards d'euros de remboursement en 2024 et même plus de 72 milliards d'euros en 2027. Et est-ce que ce sont des chiffres qui inquiètent les agences de notation? Alors oui, ce sont des chiffres qui inquiètent effectivement les agences de notation, mais je crois que sur la charge de la dette, ceux qui doivent être le plus inquiets, c'est les contribuables. Parce qu'en fait, la charge de la dette, c'est très simple, c'est simplement rembourser les intérêts que nous devons à nos emprunteurs. C'est même pas remprunter le capital, rembourser le capital. Là, on parle uniquement des intérêts. Aujourd'hui, on paie à peu près 50 milliards, vous l'avez dit, de charges de la dette par an. D'ici 2027, on devrait être à 70, 80, 90 milliards. Et donc, la rupture, elle est là. C'est qu'en 2027, selon toute vraisemblance, ce deviendra le premier poste budgétaire de l'État. C'est-à-dire que concrètement, on dépensera autant pour l'école qu'on dépensera à rembourser nos emprunteurs. Alors, on se met à la place des personnes qui nous regardent ce soir, qui disent, voilà, la note de la France est dégradée. Concrètement, pour moi, ça va changer quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose pour mes emprunts? Est-ce que ça va changer, est-ce qu'on va demander de faire plus d'économies? Et du coup, est-ce qu'on va augmenter mes impôts? Qu'est-ce qu'on peut leur... Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'effectivement, le taux auquel la France emprunte a des impacts directs sur les taux auxquels nous avons accès en tant que particuliers pour par exemple, lorsqu'on veut acheter un appartement ou que sais-je. Donc, sur nos taux d'intérêt, quand on va à la banque, ça a vraiment un impact. Deuxième impact, évidemment, c'est auprès des entreprises qui ont besoin de se financer et qui, du coup, vont avoir des taux d'intérêt qui vont, a priori, pas baisser demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'histoire des impôts et de la dette, la vraie difficulté de la France, vous l'avez dit, c'est qu'on a une charge de la dette qui est extrêmement importante et avec surtout un écart de plus en plus important entre les recettes et les dépenses de l'État. Et le gouvernement est quasiment au pied du mur. Et je pense que si ce soir, il est sanctionné par Standard & Poor's, c'est notamment parce qu'il ne va pas assez loin dans les réformes, dans des réformes qui sont indispensables pour redresser les comptes publics. Alors on voit qu'il essaie de gratter 10 milliards par là, 20 milliards par là, mais sans donner... Il nous a donné des chiffres, mais il ne nous a pas dit encore aujourd'hui quelles sont les économies très concrètes qu'il va réaliser. Et la difficulté, c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut faire des économies parce que c'est plus soutenable. Seulement,
comme aucune mesure n'est clairement annoncée, et bien aujourd'hui, je crois que justement l'agence de notation vient sanctionner ce manque de clarté en quelque sorte dans les économies qui vont être réalisées. Alors Bruno Le Maire sera justement l'invité de BFM TV demain matin à 11h, donc on devrait en apprendre davantage. Il réagit aussi ce soir dans Le Parisien en essayant de rassurer. Il nous dit il n'y aura pas d'impact sur le quotidien des Français. On peut le croire ou pas ? Alors, ce qui fait très peur, c'est la hausse des impôts. Concrètement, je disais à l'instant qu'il y a un gros écart entre les dépenses et les recettes. Il va essayer de faire des économies, mais je crois qu'il ne pourra, enfin, selon toute vraisemblance en tout cas, il va devoir augmenter les impôts. Et ça, c'est un drame pour les Français et pour les entreprises qui sont déjà assommées d'impôts. Et je crains vraiment pour l'épargne des Français, puisqu'aujourd'hui, c'est très difficile de taxer encore plus directement les Français qui sont, je viens de le dire déjà, assommés d'impôts. Il n'y a plus beaucoup d'argent à récupérer chez les entreprises parce qu'elles sont déjà imposées. Et je crains effectivement qu'il y ait des ponctions dans l'épargne des Français, puisqu'il faut rappeler aussi que l'épargne des Français, c'est à peu près 6 500 milliards d'euros. 6 500 milliards d'euros, avec une dette, je rappelle, en face, qui est de 3 100 milliards d'euros. Donc du coup, c'est aussi pour ça que notamment les deux autres agences de notation n'ont pas dégradé la note de la France, parce qu'ils savent, et c'est aussi pour ça que Standard & Poor's ne dégrade pas durement la note de la France. Oui, parce que ça aurait pu être plus dur. Ça aurait pu être pire, effectivement, ça aurait pu être pire. Et là, en fait, et c'est ce qui fait un peu peur, c'est que le collatéral de cet emprunt, c'est en fait l'argent des Français, l'épargne des Français. Ouais, et d'ailleurs, le ministre essaie de regarder le verre à moitié plein, puisqu'il dit la raison principale de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française. Qu'est-ce qu'il faut lire dans cette phrase ? Il nous dit quoi, là ? Eh bien, il nous dit qu'il utilise la même stratégie à chaque fois que la note de la France est dégradée. À chaque fois, les ministres de l'économie disent la même chose, en disant si on n'avait pas fait les réformes qu'on a faites, ça aurait pu être pire. Ouais. Donc là, en fait, il est en train de nous expliquer, grâce à nous, on est seulement descendu d'un cran, ça aurait pu être pire si on n'avait rien fait. Alors, nous sommes en direct avec Jean-Louis Thiel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êt président de l'association Crésus. Je précise que cette association, elle vient en aide aux personnes surendettées. On pense bien sûr ce soir à ces personnes surendettées. Est-ce que cette dégradation de la note française peut avoir un impact pour ces ménages ? Ça devrait être une leçon pour ces ménages. Il est vrai que le surendettement des ménages n'est pas étroitement lié à la situation d'endettement de la France. On ne peut pas parler de surendettement s'agissant de la France, mais nous avons aujourd'hui un avertissement qui contraindra les pouvoirs publics à engager avec plus de force les réformes. Et en fait, on peut faire un petit parallélisme en rappelant qu'être surendetté, c'est perdre en liberté d'ailleurs. Votre économiste nous le rappelait tout à l'heure, la charge des intérêts peut être plus importante que le budget que nous mettons à l'éducation ou à la défense. Donc, on peut être inquiet, effectivement. Ouais. Ça ne donne pas du moral ni aux entreprises ni aux ménages d'être dans un État dont la note a été légèrement dégradée. Notre pays a encore des fondamentaux solides, mais il y a lieu quand même d'être inquiet. Puis, c'est pas bon pour le moral. Je rappelle, notre association intervient aussi en matière d'éducation financière. Et je rappelle souvent que parfois, nos dirigeants devrait prendre la leçon auprès de Crésus. D'ailleurs, on va regarder quelques chiffres avec vous. Je vous les livre. Selon les chiffres de la Banque de France, il y a quasiment 48 000 dossiers de surendettement qui ont été déposés auprès de ces services sur les 4 premiers mois de 2024. C'est une hausse de 16% par rapport à 2023. Ça veut dire, monsieur, qu'il y a plus de ménages français surendettés. Plus de ménages qui déposent leur dossier de surendettement. La réalité du surendettement ne se traduit pas toujours par le dépôt d'un dossier de surendettement. Il y a une accélération aujourd'hui à raison, bien sûr, du coût de la vie. Je pense que le poids du coût de l'énergie, la décélération aussi de l'octroi du crédit, le crédit à la consommation. Les règles se sont un peu durcies. On le sait en matière de prêts immobiliers où certaines banques ont fermé le robinet d'une certaine manière avec des conséquences économiques. Et puis, on a aussi les TPE, de très petites entreprises qui commencent à avoir des difficultés avec
le risque, bien sûr, de la mise au chômage d'un ménage qui remboursait correctement son crédit et à un moment donné n'y parvient plus. Donc on est dans une période de tension. Serge Faubert nous a rejoint. Bonsoir Serge, journaliste et fondateur de Pure Politique. La note de la France qui est donc dégradée, alors on s'y attendait un petit peu. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le gouvernement ? Mauvaise nouvelle, et ça tombe très mal parce que cette semaine, la semaine qui vient, 2 motions de censure vont être déposées à l'Assemblée nationale, justement pour réclamer un projet de loi de finances rectificative. C'est-à-dire que on sait qu'on est passé de 4,9% à 5,5% de déficit. Bruno Le Maire a dit les recettes sont pas au rendez-vous, mais les députés de l'opposition entendent lui demander des comptes et ça va être l'occasion à travers ces motions de censure. Donc ça va créer un débat juste, bien sûr, avant le scrutin des européennes. Et c'est pas très bon pour le gouvernement. Alors d'ailleurs, ce soir dans le Parisien, Bruno Le Maire réitère son objectif. Il réitère son objectif d'un déficit public sous 3% en 2027, d'ici 3 ans. Objectif atteignable ? Alors là aussi, c'est une tradition des ministres de l'économie. On y Ils arrivera. prévoient toujours, à la fin de leur quinquennat. C'est toujours pareil. On sera toujours à 3%, comme par hasard, l'année de l'élection présidentielle. Donc très clairement, personne n'y croit. On a le déficit, le deuxième le plus important d'Europe, la dette la troisième la plus importante d'Europe. Personne ne croit ni au taux de croissance. Je rappelle quand même que, a priori, le gouvernement vise 1% de croissance sur 2024. Ça va être quand même très très difficile. Et puis, les comptes publics continuent à déraper. Et donc, du coup, il y a quasiment aucune raison, malheureusement, à moins d'engager des réformes vraiment drastiques, mais vraiment drastiques. Ce serait quoi drastique ? En gros, ça serait d'économiser à peu près 60 milliards d'ici la fin du quinquennat. Ouais. Je rappelle quand même qu'on a beaucoup de mal déjà à économiser ne serait-ce que 10 milliards, voire même avoir des précisions sur vraiment où est-ce qu'on va aller les chercher. Seulement, quand vous faites ce que les études montrent, c'est quand vous faites des économies drastiques sur une courte période, eh bien, il y a malheureusement un impact évident sur la croissance. Ouais. Donc il faut accepter pendant un moment de se serrer la ceinture, sachant que ce ralentissement de la croissance dure en général 3-4 ans et après la croissance repart. Mais il faut dire la vérité, comme un médecin dirait malheureusement à un patient qui est gravement malade, c'est que la France se porte mal, on risque de souffrir pendant un certain nombre d'années, mais qu'ensuite la croissance repartira si on prend enfin les mesures d'économie qui sont absolument indispensables. Et évidemment, Serge, c'est un sujet inflammable pour le gouvernement, parce que les Français qui nous regardent, qui nous disent s'il va falloir encore faire des économies, alors est-ce que mes impôts vont augmenter ? Enfin, est-ce que je vais encore plus devoir me serrer la ceinture ? C'est surtout qu'il y a 10 milliards qui ont été déjà retranchés de la dépense publique cette année. Il y en a 10 milliards qui vont venir juste à la fin de l'année. Et puis, il y a un problème, c'est que la dépense publique, c'est de l'investissement. Ce sont des entreprises derrière. Ce sont des emplois. Ça veut dire que l'emploi va se dégrader à nouveau. Donc, il y a un effet cumulatif. Et toutes ces mauvaises nouvelles, effectivement, arrivent à un moment charnière pour le gouvernement, c'est-à-dire une majorité relative à l'Assemblée nationale, un Premier ministre dont on dit qu'il pourrait être remplacé par le président du Sénat, des élections européennes où la candidate Renaissance n'est pas très en forme. Donc tout ça devient extrêmement complexe pour le gouvernement et pour Bruno Le Maire, qui était le Mozart de l'économie, disait-on, et qui apparemment fait des fausses notes. Ouais, et vous le disiez tout à l'heure, vous parliez des européennes. Évidemment, ça va donner du grain à moudre aux oppositions là, dès dès demain matin, dès ce soir. Je crois que le débat que vous avez dimanche sur ce plateau, va être animé. Dans la maison, va être animé en tout cas. Hein. Il y a matière à discuter. Effectivement, et je vous rappelle ce rendez-vous, c'est demain 11h, le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui sera l'invité de BFM TV. Merci messieurs.